Ce que j'aime bien faire autour de cette table, c'est qu'on parle de manière assez libre, qu'on puisse chacun exprimer ses problématiques, chacun dans son univers. Donc je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Mais voilà, vous n'hésitez pas à ne pas être d'accord et à le dire. Et puis si vous êtes d'accord ou si vous voulez ajouter des choses, n'hésitez pas non plus. Ce que j'aimerais, c'est qu'on comprenne un peu les enjeux au niveau de la finance en général et des fintechs sur ce sujet critique qui est l'éducation financière. Je vous posais à un moment la question tout de suite, c'est que j'ai quand même l'impression que c'est nouveau. C'est-à-dire que moi j'ai commencé ce podcast qui s'appelle La Martingale en 2019. Et à ce moment-là, je trouvais que l'essentiel des revues, en fait il s'agissait souvent de magazines, c'était, je ne vais pas les citer, mais beaucoup de magazines pour vieux, quoi. C'était vraiment le fait, dès qu'on parlait d'argent, c'était pour les vieux riches, blancs souvent, et tout d'un coup, là, il s'est passé un truc en quelques années sur Instagram, sur TikTok, sur énormément de réseaux sociaux, dans lequel, en fait, l'éducation financière pour les jeunes, pour les femmes, pour les minorités, est devenue quelque chose de réel et d'important. Et j'aimerais peut-être savoir quelles sont vos réflexions là-dessus. Est-ce que c'est un rapport avec le digital? Et moi, je pense que c'est un rapport très fort avec le digital, parce qu'on donne aussi accès à des outils, à des manières de penser, à des philosophies qui ne sont plus uniquement proposées par des grandes institutions publiques ou privées. Voilà, c'est toutes les choses que j'aimerais évoquer avec vous, si ça vous va. On commence par toi, Violette, si tu veux bien. Donc merci à vous tous qui êtes là. Donc moi je suis Violette Bouvray, je travaille chez Mastercard. Chez Mastercard, je m'occupe entre autres de trouver des solutions concrètes à des problèmes très complexes liés à l'ESG, comme par exemple la question de l'éducation budgétaire ou du surendettement. On travaille aussi sur des sujets de pourquoi les gens cliquent encore sur les liens et se font avoir, et pourquoi des jeunes qui n'ont pas d'emploi ne saisissent pas toutes les offres de formation qui pourraient être intéressantes. Et donc par rapport à ce que tu disais, je dirais que ce n'est pas un sujet nouveau. Quand on regarde par exemple la Fondation Crésus avec laquelle on travaille, ça fait des décennies qu'ils travaillent sur le sujet du surendettement, et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui il y a un film très bien, d'ailleurs que je vous recommande, de Nakache et Toledano, Une année difficile, qui parle de ce sujet, qui va clairement le médiatiser. Donc c'est un sujet qui a toujours existé, qui a toujours été un drame. Effectivement, il y a probablement deux éléments qui expliquent que ce soit peut-être plus amplifié. La première chose, c'est la volonté aussi de l'écosystème financier de mieux servir et de mieux adresser certains besoins. Et je pense qu'en ça, c'est vraiment un apport très important des fintechs qui ont su aller sur vraiment des niches et essayer de trouver des solutions. Et l'autre chose, c'est que le digital, probablement, fait sortir du discours très institutionnel, très dramatique, en fait, ce secteur pour apporter des outils de gamification. Je pense que, par exemple, vous avez parlé de ce que vous faites, et ça peut être un croisement qui rend les choses peut-être plus intéressantes. Très bien, merci Violette. Benoît, écoute, je te disais, moi j'ai reçu Benoît sur un épisode de mon autre podcast Génération It Yourself que je vous recommande big time, et que j'ai beaucoup aimé le concept que tu nous as expliqué de PixPay, mais qui est basé quand même pas mal encore sur smartphone. Tu vas me dire si c'est pas exactement le cas, mais je crois que si. Et voilà le drame, j'ai mis ma fille est née sur son smartphone depuis 2 semaines, et puis là elle en est privée pour 2 semaines, donc elle ne peut pas profiter pleinement de PixPay, donc je suis un peu frustré, elle aussi. Ouais. Je pense qu'elle va se remettre, elle va se remettre au carré. Mais la punition est ton ennemi en fait, vas-y, je te laisse. Bonjour à tous, moi je m'appelle Benoît, je suis le cofondateur et le CEO de PixPay du coup. Et PixPay effectivement c'est une app d'éducation financière dont la principale modalité c'est de proposer aux familles un compte et une carte qu'ils peuvent mettre à disposition de leurs ados. Donc nous la cible privilégiée c'est les ados donc dès 10 ans. Pour qu'ils commencent à apprendre, on va dire, les basiques de l'éducation financière, les basiques de la finance personnelle. Donc ça commence très simplement par dépenser, épargner, donner, mesurer l'impact carbone de ses dépenses. Bref, il y a plein de sujets autour de l'argent. Et donc voilà, on fait ça depuis maintenant 4 ans. Voilà. Et donc pour contribuer au débat, je ne sais pas si tu veux le faire dans cet ordre-là, Mathieu, mais sans aucun doute, le digital a permis une relation très différente à ses finances personnelles.
On a une app, maintenant on a tous sur son téléphone son solde en temps réel, la possibilité de faire des petits wallets dans son app bancaire, la possibilité de suivre des graphes sur ses budgets, combien on a dépensé. Et donc je pense que la prise de conscience vient aussi du fait qu'on a une proximité avec ce qui se passe dans nos finances personnelles qui est beaucoup plus forte avec le digital. Et en tout cas, nous, c'est clairement, par exemple, chez PixPay, ce qu'on observe, c'est que tu disais, est-ce qu'il faut un smartphone pour avoir une carte PixPay? Pas nécessairement, mais dès lors qu'on en a, le pouvoir est démultiplié, puisqu'on peut voir combien il nous reste, on peut brancher des méthodes d'épargne automatique, voir sa petite cagnotte monter, etc. Et donc, ça a forcément une vertu pédagogique beaucoup plus forte de le voir tous les jours dans sa poche qu'à la grande époque où il fallait peut-être aller au distributeur, tu sais, pour taper, savoir combien tu avais sur ton compte, on te sortait un petit bout de papier et c'est plus la même, quoi. Voilà. Peut-être en complément de ce que tu dis sur la partie digitale, je pense que tu as une chose qui est le smartphone et tu as autre chose qui sont les réseaux sociaux dans lesquels l'enfant ou l'ado existe ou interagit. Et par exemple, on a construit un module qui s'appelle Autonome, dont PixPay est distributeur, et d'ailleurs tout le monde est appelé à le distribuer parce que les solutions qu'on propose sont complètement gratuites et ouvertes à tous. Et on a utilisé TikTok comme média dans lequel en fait des influenceurs vont expliquer des techniques sur comment économiser, comment gagner de l'argent, etc. Donc on est allé en cas d'usage, et ça c'est quelque chose qui aussi est assez populaire. Je ne sais pas si vous êtes familier de la campagne sur les enveloppes qu'il y a eu sur TikTok, je vous invite sinon à le voir, mais ça a été extrêmement viral et c'est une autre manière de parler d'argent. Donc dans digital, je prendrais vraiment le smartphone, mais collé aussi à tout ce qui est réseau social. Et les médias s'y mettent aussi beaucoup, les gros médias de plus. On a pas mal de projets avec des chaînes de télé, etc. sur le sujet. Très clair, merci. Olivier ? Oui, bonjour à tous. Olivier, cofondateur et CEO de Caravelle. Caravelle, on traite le sujet de la retraite, notamment pour les jeunes générations. Et je pense que pour faire le lien directement avec l'éducation financière, nous, ce qu'on perçoit, c'est que historiquement, il y avait une méconnaissance complète à la fois des droits liés à la retraite, combien est-ce qu'on a cotisé, combien est-ce que ça représentera, et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour l'améliorer. Et je pense que les réseaux sociaux et l'avènement aussi de tout de podcasts, d'influenceurs et de connaissances accessibles à tous ont permis aux jeunes générations de venir se rendre compte que la connaissance était là, qu'on pouvait y avoir accès et qu'on pouvait venir challenger aussi une éducation, enfin une connaissance financière qui était historiquement à la main des conseillers bancaires ou des conseillers en gestion de patrimoine. Et là, on se rend compte que maintenant qu'elle est devant nous, accessible en ligne, on peut se l'appréhender et se forger nous-mêmes nos propres convictions. Et donc nous, ce qu'on fait avec Caravelle, c'est qu'on est conscient que tout ça existe et on essaie juste de le simplifier, de le rendre accessible en proposant des solutions où nos clients qui sont plutôt jeunes vont essayer de venir s'auto-former, s'auto-éduquer pour devenir indépendants financièrement le jour où ils arrêteront de travailler. J'ai failli commenter bon courage quand tu lui as dit retraite et jeune génération, mais je me suis dit c'est pas sympa, mais voilà, je l'ai fait quand même. Et Raphaël, alors moi je suis aussi, je te le disais, enfin pas d'ailleurs indirectement, mais très gros utilisateur de MoneyWalkie. Alors là, c'est mes plus jeunes enfants qui ont ça, et puis tu vois, ma dernière expérience en date, c'est que hier, pour ceux qui étaient à Paris, il pleuvait beaucoup. Et mon fils a eu son cours de tennis en extérieur annulé. Il est allé à 8 ans au café avec ses potes. Et puis ils ont bu des cafés. Enfin, pas des cafés d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils ont bu, mais je sais qu'ils ont payé avec son MoneyWalkie. Donc c'est des expériences assez intéressantes. Je te laisse expliquer ce que vous faites. Bonjour à tous, Raphaël. Oui, donc MoneyWalkie, c'est un petit porte-monnaie. On a disrupté un petit peu le moyen de paiement et on a été dans un autre format. Et on peut payer en panda, en petit renard. On a pas mal une planche de surf. En planche de surf aussi. Je rejoins tout ce qui a été dit. On a une expérience qui rejoint beaucoup ce que fait PixPay, c'est-à-dire qu'on a envie d'amener nos enfants à réfléchir assez jeunes sur des sujets comme le prêt, le don, et les amener à utiliser l'argent et en comprendre toute la potentialité. Et nous, on a monté MoneyWalkie à l'origine pour répondre à un pain très personnel. J'avais une fille de 10 ans. Et on cherchait à l'époque cette solution un petit peu disruptive de paiement. Mais surtout, on est parti d'un constat un petit peu inquiétant, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à l'éducation nationale prévu pour lui expliquer comment marchait quelque chose d'aussi fondamental que l'argent, qu'on soit libéral ou qu'on soit profondément marxiste, au moins d'expliquer comment marche le système pour qu'il puisse s'en emparer et enfin comprendre le sujet.
Et nous, on a couplé ça d'analyses qui venaient beaucoup des pays anglo-saxons à l'époque, où on était en train d'étudier les neurosciences, les capacités neuronales des enfants, et on découvrait que même dès 6-7 ans, les enfants avaient des capacités immenses à comprendre des sujets abscons comme la digitalisation, la valeur des choses, alors qu'il n'y avait pas forcément de pièces et de monnaie. Et donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire chez cette jeune génération, et de commencer à leur apprendre que c'est pas parce qu'on n'a pas, en tout cas, transcodé sur des pièces ou des billets la valeur d'un objet qu'on ne pouvait pas la comprendre, et qu'au contraire, il fallait peut-être préparer cette génération à cette digitalisation, et dès les premiers instants, leur donner les clés du monde qui serait le leur. Et donc on est parti là-dedans. Je sais que l'éducation nationale a beaucoup d'ambition et beaucoup de programmes, mais en tout cas, c'est assez curieux, c'est un sujet qui n'est pas abordé. Et donc, on n'est pas les seuls à faire ça, mais on veut vraiment reprendre le pas pour que on puisse appréhender des sujets comme la retraite un peu plus tard, appréhender des sujets comme le prêt personnel ou ce type de sujet. Alors, je n'avais pas forcément prévu de commencer là-dessus, mais peut-être que tu le vois à l'étranger, puisque vous opérez qu'en France principalement. France. Mais est-ce que c'est pas un truc très français? Je veux dire, si je dois rentrer dans le cliché de l'éducation nationale et du prof, tout ce qui est argent, voilà, le prof qui écoute France Inter le matin, c'est pas celui qui va être à donf sur l'éducation financière. Je sais pas, j'écoute aussi France Inter le matin, je ne le stigmatise pas, soyons clairs. Je sais pas. Alors, c'est pas une fatalité, parce que dans les pays anglo-saxons, on s'empare beaucoup plus de sujets. Si vous prenez les programmes scolaires australiens, dès l'âge de 4 ans, on va expliquer aux enfants comment ça marche. Encore une fois, de manière agnostique. Simplement, voilà, c'est l'usage, il y a le troc, il y a différentes façons de progresser et d'échanger des biens, et on explique juste le fonctionnement. Donc on peut totalement le faire, on peut s'en emparer. Il y a des initiatives qui existent, comme un banquier dans ma classe qui vient évangéliser un petit peu. Je pense que malheureusement le nom est un peu malheureux, donc on les taxe de prosélytisme assez légitimement. Et donc l'initiative n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait être, voilà, parce que je pense qu'ils parlent à 15 000 enfants par an alors qu'il y en a 400 000 par génération. Enfin, on est loin du compte. Je pense juste nous par rapport à ce sujet, pourquoi ce sujet existe encore? Parce qu'on peut se dire avec toute la connaissance qui est disponible sur Internet, avec toute la bonne volonté, parce que malgré tout, une mauvaise éducation budgétaire, ça conduit au surendettement. Le surendettement, c'est plus de 100 000 dossiers déposés par an, dont la moitié ne sont pas des premiers dossiers. Le niveau aujourd'hui d'éducation budgétaire en France, il y a 26% des Français qui ont une culture médiocre. Et quand on regarde sur les pays européens, on est à peu près au même niveau. Donc on se dit pourquoi ça ne marche pas. Quand nous, on a essayé de développer des solutions, donc on a développé un programme qui s'appelle « Les comptes dont vous êtes le héros », qui est destiné aux 20-25 ans. Et donc, au départ, on s'est dit, bon, on va faire des choses assez basiques, le prêt, etc. Puis en fait, on s'est rendu compte que ce qui nous paraissait basique était hyper sophistiqué. Et donc, vous regarderez le jeu, et je pense que quand vous allez jouer à ça, vous allez vous dire, ils ne se sont pas foulés, c'est quand même super basique. Mais en fait, on l'a testé, on l'a vraiment testé sur des utilisateurs, et ce n'était pas basique. Ils nous ont dit, effectivement, ça nous a énormément apporté. Sur Autonome, typiquement, qui est un programme pour les 12-17 ans avec la campagne TikTok, on avait des idées reçues. On s'est dit, bon, l'éducation budgétaire, c'est vrai qu'il y a des familles qui sont, je dirais, structurées pour ça, qui transmettent, et puis il y a des différences de classe sociale, etc. En fait, pas du tout. Ce qu'on a réalisé, c'est que dans toutes les familles, il y a de l'argent de poche. Dans toutes les familles, c'est un sujet de transmission de valeur. Le problème, c'est que les pratiques sont extrêmement fragmentées. L'autre problème, c'est que les enfants, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est l'usage qui est fait de l'argent. C'est parler, est-ce que je vais vendre sur Vinted, comment je vais payer, je sais pas, telle sortie, tel café. Et donc, toute notre sémantique de gestion budgétaire, etc., ne résonne pas en fin de compte. Et donc, c'est pour ça que ce qu'on a essayé de construire avec cette campagne, encore une fois, c'est d'avoir des gens qui disent, voilà, comment tu peux gagner de l'argent en vendant sur Vinted ou sur autre? Comment tu peux économiser? Et avec des petits trucs et astuces, toujours la relation aux parents et de la gamification. Et en fait, on n'a jamais prononcé le mot éducation budgétaire. Et donc, il y a parfois un décalage entre l'usager, d'où l'importance des approches très centrées usagers, versus le reste. Donc, c'est peut-être ces idées reçues aussi qui ont freiné l'avènement de solutions. Ouais, toi qui es au milieu de ça, tu parles d'éducation financière Alors, on souscrit 200% de ce que tu viens de dire. On parle pas beaucoup d'éducation financière et notre principe, je veux dire fondateur, c'est l'apprentissage par l'expérimentation. Et donc, dès le début, nous, on a fait le choix de ne pas remplir notre app, par exemple, de quiz, de contenu à lire ou qui sont des éléments très pédagogiques, mais dans un mode assez professoral et
parfois un peu conceptuel. Nous, on prend le parti inverse, qui est de dire, c'est en faisant qu'on apprend, c'est en expérimentant les différents aspects de l'argent, de la gestion d'un budget, qu'on comprend ce qui se passe. Toi, je prends un exemple, apprendre à épargner, qui est quand même un truc assez difficile en réalité, mettre de côté, prévoir un gros achat pour plus tard, alors qu'on a des flux qui ne permettent pas de couvrir la dépense importante qui va arriver. En fait, c'est assez compliqué. Alors, il y a 2 méthodes. Soit on explique, on dit c'est bien d'épargner, on va te montrer à épargner, voilà, il faudrait faire comme ça. Soit on fait, quoi. Voilà. Soit, donc nous, ce qu'on fait dans notre app, on te pousse, on gamifie le truc, et donc tu peux brancher une des 5 méthodes d'épargne qu'on a imaginées. Donc il y en a 5, elles sont plus ou moins fun. Depuis l'arrondi de chaque transaction, je te mets l'arrondi, je te le mets dans un petit coffre-fort sécurisé. Chaque fois que tu touches de l'argent, je prends 10%, je te le mets dans un petit coffre-fort. Ou alors, pour un truc un peu plus gamifié, ce qu'on appelle le challenge 52, où chaque semaine, on met 1 euro de plus dans la cagnotte. Donc la première semaine, c'est 1, la deuxième, c'est 2, la troisième, 3, et le but, c'est d'aller jusqu'à 52, ce qui n'est pas facile. Mais bref, l'idée, c'est de brancher ça et de voir ce que ça donne, et de se rendre compte qu'en fait, ouais, on peut épargner en mettant, par exemple, quelques centimes chaque fois qu'on fait une transaction, et qu'à la fin, ça fait un peu d'argent. Et donc ça, c'est peut-être un bon exemple de voir qu'en faisant, on apprend ce que c'est que de mettre de côté, et puis qu'en fait, le pouvoir de l'épargne, il peut être puissant, et que à la fin, ça fait les petits centimes font des gros euros. Et voilà. Il faut voir qu'il y a un gros niveau d'esceptisme. En revanche, chez toi, c'est que les taux d'intérêt sont quand même hallucinants. Chez PixP, il m'avait dit à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais qu'on était du 10% par semaine. Surtout, ils sont payés par les parents. Ils sont payés par les parents. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai appris ça, j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit, est-ce que tu ne peux pas m'ouvrir un compte PixP? Mais ils n'ont pas voulu. Et voilà. Donc, mais c'est vrai que ça m'a toujours un peu perturbé, le 10% par semaine, je dois dire. J'ai mis 2000 €, je suis devenu milliardaire. Ouais. Et ok, c'est super intéressant. Moi, les questions que je me pose autour de tout ça, quand même, c'est finalement, on l'a évoqué tout à l'heure très rapidement, mais pourquoi la FinTech et moi, j'en fais partie, hein, j'ai peut-être des éléments de réponse, mais aussi sur mes podcasts. Pourquoi on est là? Je pourrais poser la question, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas, pendant très longtemps, et sans rentrer dans une théorie du complot ou quelque chose comme ça, mais juste eu un statu quo où, en fait, il y avait des grandes institutions, mais comme dans d'autres univers, hein, puis des médias, puis il y avait une sorte de gros flou artistique. Puis moi, je crois que ce qui a fonctionné dans mes contenus, et c'est le cas d'Emeline qui est là, sur ses contenus dans l'immobilier, de Thomas qui était là tout à l'heure, en fait, c'est que j'ai déconstruit les performances, j'ai déconstruit les commissions de tout le monde, j'ai déconstruit sur un ton qui était beaucoup plus casual, et on les voit, les comptes qui fonctionnent sur TikTok, sur Insta ou partout, qui pullulent d'ailleurs, certains sont bien faits, très honnêtes, d'autres sont un peu plus alambiqués, on va dire. Mais pourquoi tout ça a pris? C'était un manque d'avant? Est-ce que, en fait, on s'en était juste pas rendu compte? Est-ce que c'est juste des niches que chacun de nous on prend et que ce sont des opportunités parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas cette possibilité sans le digital? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on le voit au niveau de la retraite ou même de l'épargne en général, il y a un jargon financier qui est là, qui a été développé aussi par la réglementation et le régulateur pour normalement venir protéger l'épargnant. Mais on se rend compte que c'est de la transparisation cachée parce qu'ils te mettent des flux d'informations et le client ne le lit pas, il ne s'intéresse pas, ça lui fait peur. Et les mots qu'il ne comprend pas, il se dit c'est pas moi, je ne comprends pas, je ne sais pas m'en occuper. Et il va déléguer la décision à la personne en qui il a confiance, son conseiller bancaire ou son interlocuteur financier. Et ce qui fait qu'il arrive dans une logique où il a peur de prendre la décision et il a besoin d'être aiguillé. Alors que justement ces contenus-là sont venus casser ce jargon financier, expliquer des concepts qui au final sont simples, montrer par des applications que 1 + 1 ça fait 2 et donc mets 1 de côté et tu verras que le 2 arrivera très vite. Et juste le fait qu'en fait la connaissance arrive sur le marché, la prise de conscience soit là, et nous on le voit au niveau de la retraite, c'est que pourquoi Caravelle est né, c'est parce que moi j'ai eu une prise de conscience de la retraite très jeune, et qu'il fallait que j'y cotise parce que j'ai monté ma boîte. Et je me suis dit il faut absolument que je cotise parce que là, vu la direction, j'aurai rien. Et en fait, au niveau aux États-Unis, au UK ou ailleurs en Europe, il y a cette conscientisation qui est déjà là, et même si l'éducation n'est pas aussi élevée, ils sont conscients qu'il faut le faire et ils ont un objectif qui est clair, qui est simple, qui est la retraite. Et ensuite, ils se disent comment je fais?
Et c'est là où ils vont commencer à aller se renseigner en partant de leurs besoins, qui est j'ai besoin d'avoir une meilleure retraite ou de comprendre ce qui va se passer pour ma retraite. Et là, ils vont chercher sur Internet, sur Google, sur les réseaux sociaux, et ils tombent sur du contenu qui existe et qui leur permet de comprendre simplement. Et quand ils viennent le confronter à leur conseiller bancaire, ils se disent waouh, en fait, je vais aller en ligne parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Et c'est ce qu'on constate nous chez nos clients. Et souvent, je prends ma sœur comme exemple, parce que quand elle va voir un conseiller, elle ne comprend pas, elle se sent nulle, alors qu'elle est complètement en capacité de prendre des décisions qui pourraient lui servir plus tard. Et j'ajoute quelque chose, alors c'est plus sur le sujet bancaire, et je ne sais pas si ça va contribuer à ta théorie du complot, Mathieu, ou pas, mais une bonne partie des gens ont une mauvaise relation avec leur banque. Parce que quand le banquier appelle, c'est plutôt pour des mauvaises nouvelles. C'est parce qu'il y a un découvert, qu'il y a des frais d'intervention qui vont être appliqués, qu'il y a un chèque qui a été rejeté. Et donc, nous, par exemple, on a la France comme cliente, dans toute sa moyennitude. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui, avec nous, avec un acteur fintech qui ne fait pas d'argent sur des incidents de paiement, puisqu'il n'y a pas de découvert sur un compte PixPay par construction, ont une relation du coup beaucoup plus positive avec notre application, voire même avec notre marque. On a un NPS qui est absolument incroyable, sans doute parce qu'on travaille bien, mais aussi je pense parce que de manière générale, la relation qu'on a avec l'institution bancaire n'est pas toujours très bonne et que ça nous change d'avoir un endroit où on se sent traité, où on annonce aussi des bonnes nouvelles, où on parle de choses positives, d'éducation, d'épargne, de choses... Et donc voilà, les banques gagnent de l'argent aussi sur les frais d'intervention, les agios et autres, et on a dû même les limiter. On doit toujours les limiter, et voilà, ça œuvre aussi dans la relation qu'on a avec sa banque. Non, mais je pense que la responsabilité, aussi, qui a été là à un moment, était de pousser très loin le fait d'avoir de plus en plus de clients par banquier, en l'occurrence. À un moment, 100, c'était beaucoup, après c'était 300, après c'était 400, maintenant je ne sais plus où on en est. Donc à un moment, en effet, le banquier appelait que pour... Mais ça, les banques en ont pris conscience, je pense, aujourd'hui, notamment par la force des choses et des petits acteurs, mais il appelait que soit pour vendre un truc, soit pour dire... donc c'était une problématique réelle qui est arrivée entre les années 2000 et l'explosion, je pense, de tous ces contenus de... Moi, je pense qu'il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est le pivot qu'il y a eu dans les manières d'adresser les problèmes. C'est-à-dire que les fintech, on entend dans vos témoignages, ça part toujours de l'usager. Que ce soit dire, là, c'était pour ma fille de 10 ans, je devais penser à la retraite, etc. Donc, c'est des approches qui vont être centrées sur l'utilisateur. L'éducation budgétaire, autrement, elle était traitée de manière très institutionnelle, en disant, il n'y a qu'à Faucon, là, il y a un code, il y a toutes les règles, et puis ça fonctionnera. Et c'est vrai que là, ce qu'on essaye de faire, nous, sur les solutions qu'on propose, sur ces sujets ou d'autres, c'est de toujours faire de l'observation pour comprendre, en fait, comment fonctionnent les consommateurs. Et c'est là qu'on a découvert, par exemple, effectivement, que pour les jeunes, gestion budgétaire, ça ne leur parle pas. Par contre, la gamification, être sur des cas d'usage, c'est important. Et on a notamment beaucoup travaillé sur éviter les arnaques. On sait que les jeunes sont victimes de beaucoup de malheur. Comme ils ont une surface, je dirais, digitale importante, ils se font beaucoup avoir. Et c'est pour ça qu'on a notamment créé le Fraud Fight Club, qui est une autre initiative. Mais sur l'éducation budgétaire, on en parle aussi, en disant faites attention, vous ne faites pas voler votre argent, ce n'est pas passé digital que vous n'êtes pas menacé. Très clair. Et j'ai une question finalement par rapport à des plus petits acteurs. Finalement, chez vous, quel est l'intérêt dans une plus grosse boîte comme Mastercard, qui est internationale, de se positionner sur ce sujet de l'éducation financière par rapport à... finalement, chez vous, je le comprends, il y a un côté front client, tout de suite B2C immédiat. Chez vous, c'est de la marque ou c'est plus profond ? Non, je dirais que c'est la volonté d'être ce qu'on pourrait qualifier d'organisation souhaitable. De se dire, il y en a effectivement des activités commerciales, mais on n'a aucun intérêt, ni individuellement ni collectivement, à avoir un système qui est purement marchand. Il faut absolument qu'il y ait quelque part une forme de résilience du tissu social à laquelle on contribue. Et donc, c'est pour ça qu'on a pas mal de projets là-dessus. Ce qu'on va apporter, parce que ce n'est pas nous qui avons les clients, on n'a pas de relation directe avec les porteurs, c'est vraiment, on travaille avec tous nos partenaires, beaucoup les fintech qui ont cette agilité et cette capacité à travailler en écosystème extrêmement développé, avec les banques, avec des associations. Et on va quelque part nous fédérer ça par des méthodologies
par des approches systémiques et évidemment par des budgets. Par contre, tout ce qu'on travaille là-dessus n'a absolument aucun business model derrière, on ne vend rien. Et dans la plupart des cas, il n'y a pas notre marque. Le Fraud Fight Club, c'est aux couleurs de Cybermalveillance, qui est une institution française. Les comptes dont vous êtes le héros, c'est Crésus. Et Autonome, ça sera porté notamment par tous les gens qui voudront nous rejoindre. Et ça sera gratuit et il n'y aura aucun sujet. Voilà. Après, on a d'autres activités, on gagne de l'argent et c'est très bien. Hein, mais là-dessus, c'est vraiment la volonté de dire on doit être résilient, sinon il n'y aura plus. De toute façon, ça ne tiendra pas. Ce qui est intéressant chez vous, messieurs, c'est qu'il y a une sorte de parcours un peu, finalement, qu'on pourrait dire, qui commence chez toi, puis après chez des jeunes actifs, peut-être. Si je prends le tout début du parcours que tu adresses chez Money Walkie, toi, l'idée, c'est vraiment... Juste, c'est un bien grand mot, mais c'est vraiment de les habituer à avoir de l'argent. Eux, ils ne savent pas exactement ce qu'il y a sur le money. Sur la complexité, si je devais te pousser là-dedans, j'imagine que tu as l'habitude, mais c'est de te dire, à la limite, quand je te file un billet de 10 euros, tu sais que tu as un billet de 10 euros, que je t'en enlève 2, qu'il t'en reste 8, etc. On le ressent, ça, chez toi? Comment ils le ressentent? Alors, je souhaite que tes enfants n'aient pas appris à compter avec des pièces ou des billets. On peut compter avec ses doigts, hein, on commence par là. Nous, on a les premiers acteurs, 8-10 ans, vont faire des achats très occasionnels avec leurs parents. Donc, on est au contraire sur un temps privilégié parce qu'il est encadré. Donc, le papa, la maman peut donner le Money Walkie, expliquer, accompagner d'éléments éducatifs qui vont permettre à l'enfant de s'émanciper plus tard. Et on a des clients à partir bien plus vieux, 10, 11, 12, 13 ans, qui ont des smartphones, qui embarquent le téléphone et qui, eux, vont se mettre à suivre et qui, un peu comme le soulignait Benoît, à travers l'expérience, apprendre à donner, apprendre à économiser, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, il faut envoyer de la connaissance brute et empirique, ça n'a pas beaucoup de sens, vont apprendre l'usage. Donc nous, notre but, c'est de leur démontrer que c'est pas nécessaire de passer par la pièce. On n'a rien contre les pièces, on trouve ça formidable, mais il y a d'autres façons de penser et on peut vraiment penser dans son futur. Pour rebondir sur ce que vous disiez avant, l'image des banques, elle est quand même poussiéreuse, elle est quand même vraiment même mauvaise. Nous, on a fait le choix de même s'exonérer de tout vocabulaire autour de la banque. Vous ne trouverez jamais chez nous tous les éléments de réassurance bancaire, parce que les premiers sondages qu'on a faits, quand on a parlé à des clients de donner un moyen de paiement, on a parlé de banque, et les parents, ils ont bondi, ils ne voulaient pas entendre parler de ce sujet-là pour les plus jeunes. Donc l'image est assez délétère. Et d'ailleurs, si vous prenez les images aujourd'hui, vous parlez avec des banquiers et vous regardez où sont les jeunes aujourd'hui, ils ont tous un problème d'acquisition de la jeunesse. Ils décélèrent complètement sur les moins de 18 ans et ils ne savent pas comment ils vont onboarder leurs clients de demain. Et parce que je pense que les fintechs, c'est ça aussi notre rôle, c'est de venir disrupter des mauvaises habitudes, de trouver des pains et de repartir des problématiques du consommateur pour insuffler une nouvelle façon de le penser. Et je pense que le travail qu'un PixPay ou qu'un Money Walkie peut faire aujourd'hui dans la place sera largement repris par les banques demain et on pensera le sujet et on intégrera très certainement l'éducation bien en amont. Et alors là-dessus, j'imagine que, parce que quand je te regarde, je me dis peut-être qu'il doit revendre des clients à Benoît, puis Benoît doit revendre des clients à Cyril Chiche, et puis, non mais je veux dire, il y a un parcours comme ça qui pourrait exister finalement au travers de cette éducation, avec en plus, s'ils sont bien éduqués, des bons clients peut-être. C'est des choses qui se font, ou alors chacun, parce que sinon le risque c'est que certains remontent la chaîne de valeur, que toi tu ailles faire ton Lydia ou que Lydia vienne faire son PixPay. Je sors peut-être un petit peu du sujet du jour, mais c'est quand même intéressant de voir en fait le cheminement que vous avez vous tous. Ce qui est sûr, c'est que je trouve que le panel qui est réuni, on n'est pas les seuls loin de là, montre que l'éducation financière, c'est tout au long de la vie. Ouais. Ça commence tout de suite, très tôt, le plus tôt possible. Nous, on milite pour que ça commence le plus tôt possible, parce que le plus tôt, c'est le mieux. Et ça continue, je pense, tout au long de notre vie, mais juste sur d'autres sujets, enfin, sur d'autres préoccupations, d'autres sujets et d'autres thématiques. Mais on ne parle pas ici, alors, et je crois que finalement, ce n'est pas de votre sujet, c'est pour être presque plus proche du tien, parce que tu parles de la retraite, mais tu t'en parles plus aux jeunes, j'ai l'impression. On ne parle pas des seniors ou des plus âgés. Et pourtant, moi je trouve qu'il y a je ne sais pas si c'est quelque chose qui est couvert, je ne sais pas si chez Mastercard vous en parlez un peu ou quoi, mais typiquement moi j'ai des discussions avec mes parents sur lesquelles je leur dis mais en fait vous m'avez aidé dans la vie, vous faites votre truc, vous savez quoi, votre argent, mais vendez tout, faites votre truc, faites-vous kiffer, en fait vous me devez rien. Et je veux dire, c'est pas des narratifs qu'on entend trop, il y a des moments en fait...
Je trouve qu'on a une sorte de seule option qui est de dire bah non mais il faut que je leur lègue un maximum, c'est quand même une sorte de truc entendu dans la société. C'est des choses qui sont travaillées selon vous l'entendez, puisque là on revient un peu dans le sujet de l'éducation financière, ou c'est pas à votre connaissance? Nous on travaille sur des sujets notamment beaucoup autour de la relation aidant-aidé. Ouais. Qui concerne 1/6 des Français quand même, donc qui est un gros sujet. Et quand on a travaillé sur la sensibilisation à la fraude par ingénierie sociale, on s'est posé la question de dire est-ce qu'il ne faut pas aller toucher en fait les plus seniors qui sont vraiment très réceptifs aux arnaques. Et en faisant de l'ethno, des auditions d'experts, on s'est rendu compte que pour toucher ces seniors, ce qui était le meilleur moyen en fait, c'était de passer par les jeunes. Parce qu'en fait, ils avaient à cœur d'avoir une approche extrêmement communautaire, de protéger leurs proches, etc. Donc je pense qu'il y a des pistes assez intéressantes dans la relation, finalement, enfant-parent, de passer probablement par l'enfant devenu adulte vis-à-vis de ses parents. J'étais en train de regarder les Money Walkie, je me suis dit tu vas refiler des Money Walkie aux seniors, en fait, peut-être à un moment. C'est déjà le cas, on a signé des partenariats. Donc nous, on a soit les très jeunes, soit 80 et plus. Ouais, on a fait des partenariats avec Petit-Fils, notamment sur les aidants aidés. Ouais. Et en fait, les personnes âgées ont d'autres difficultés, notamment des pertes de mémoire, les codes, c'est compliqué. Et quand on est à domicile et qu'on a des aidants, c'est des personnes qui se succèdent. Il y a 3, 4, 5, 10 personnes qui peuvent passer dans une semaine pour vous accompagner au lever, pour les courses. Et donc, le moyen de paiement qui transite, la peur du vol et tous ces sujets-là sont des sujets qui sont très prégnants dans leur vie au quotidien. Et donc, on a cette possibilité de donner un Money Walkie. Et c'est un sujet où là, on travaille beaucoup avec nos partenaires, avec la caisse d'épargne et les banques pop sur ces sujets-là. Il y a un vrai trou dans la raquette, parce que les personnes âgées qui sont, ou les adultes handicapés qui sont sous tutelle ou curatelle, c'est vraiment les laisser pour compte des moyens de paiement. Et donc, c'est des sujets où il y a encore de vastes choses à faire. Mais je pense que les startups, on est là pour ça aussi, pour discuter ces marchés-là. C'est intéressant d'ouvrir ça là-dessus. Je ne l'avais pas forcément prévu, mais de se dire qu'il reste quand même peut-être des blind spots là-dessus, sachant que souvent sur les parents, je m'en rends compte, moi, en midlife, on va dire, c'est que ça arrive, c'est des éléments déclenchés souvent qui peuvent concerner plutôt les enfants aux alentours de 50 ans qui ne sont pas du tout intéressés et qui tout d'un coup, sur un élément, un fait de vie, vont devoir s'intéresser à quelque chose qui va leur arriver ou qui leur arrive directement en quelques heures. Pour rebondir ce que tu dis et la question que tu posais, de clairement des liens qu'on voit entre les différents acteurs, c'est clair que les réponses à ces problèmes ne pourront être que systémiques. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'autour de la table, c'est dur de travailler sur l'éducation budgétaire sans Crésus, qui connaît quand même extrêmement bien le sujet. La Poste, le groupe La Poste, qui fait des choses pour maintenir les personnes à domicile, les assureurs, etc. Et c'est un des gros défis, c'est aussi d'intégrer en fait tout l'écosystème d'innovation dans un écosystème institutionnel et associatif qui a des codes différents, des temporalités différentes. Et je pense que ça, c'est peut-être un des plus gros défis, je dirais, de l'éducation budgétaire à tout âge. C'est comment on passe vraiment à l'échelle en travaillant ensemble sans avoir ces mêmes cultures et ces mêmes temporalités. Ouais. Moi, je me permets juste de compléter un point. C'est ce que ça questionne, pour moi, c'est le sujet aussi du modèle économique de l'éducation financière. C'est en fait les fintech ou tous les acteurs qui créent du contenu autour de ça, c'est quel est leur modèle de financement. Et aujourd'hui, de façon générale, ce qu'on voit, c'est que tous les modèles qui se sont créés sont dans une logique d'accumulation, ou dans une phase d'accumulation, c'est-à-dire qu'on va venir favoriser l'épargne, on va venir favoriser l'investissement, parce qu'en fait, notre modèle économique est basé dessus. Et sur les seniors, et pas forcément les personnes sous tutelle, curatelle ou les personnes trop âgées, eux, ils sont dans une phase de décumulation. Et donc, du coup, le modèle économique est très différent de notre approche. Et donc, il faut revoir et rebattre les cartes pour leur apporter des solutions où, en fait, il faut que le modèle économique de la boîte qui va leur parler soit dans cette phase aussi de décumulation et que ce soit intéressant pour eux d'aller là-dedans. Parce que nous, on dit capitaliser, épargner, mais c'est dans notre intérêt d'éduquer pour obtenir aussi plus de clients, plus d'accompagnement. À l'inverse, quand on est en phase de décumulation, et il y a des boîtes qui se montent dessus et c'est en train de se développer, il faut qu'ils trouvent un modèle économique qui soit en phase avec leur message. Alors, je me permets de rebondir. Nous, on a trouvé un modèle économique qui est dans le paiement, donc on finance différemment le sujet. Justement, on voulait rester agnostique sur l'éducation financière parce que c'est très complexe. Est-ce que c'est bien économisé ?
Est-ce que c'est bien de dépenser pour acheter un livre? Est-ce que c'est bien de dépenser pour partir en voyage? Moi, je suis bien incapable de vous dire quelle est la bonne façon de dépenser ou d'avoir un rapport à l'argent. Et puis, on a constaté surtout qu'il y a autant de façons de l'appréhender, qu'il y a de religion, d'origine sociale, de culture. Donc, il était important pour nous de trouver un moyen économique qui permette de faire vivre l'entreprise tout en justement en ne rentrant pas dans du prosélytisme quel qu'il soit et qu'on ne soit pas obligé de pousser nos enfants vers une voie ou un autre. Et donc c'est un exercice que je trouve assez difficile parce qu'on baigne tous dans un milieu culturel qui est le nôtre et on essaie de pousser certaines pratiques en matière d'éducation qu'on croit être le bien fondé. Et c'est difficile de s'en extirper pour justement en revenir modestement à simplement expliquer le fonctionnement d'un outil, sa potentialité, et d'inviter les gens à réfléchir sur tout ce qu'on peut faire avec ça. C'est une très bonne remarque. Je pense qu'en effet, faut mieux expliquer les mécanismes que conseiller. En plus, alors conseiller, je voudrais rebondir sur ce que tu disais aussi tout à l'heure sur le législateur et en fait toutes les conditions qu'on a aujourd'hui qui font que en fait il y a beaucoup d'influenceurs ou de gens même dont je fais partie directement ou indirectement qui fonctionnent parce qu'ils n'ont pas de langue de bois. Cependant, il y en a beaucoup qui vont flirter avec ce qu'on peut faire consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. C'est-à-dire que moi je fais très attention dans mes contenus à bien dire assez souvent attendez, vous écoutez ça, moi je suis pas du tout en train de vous donner un conseil, vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, vous venez pas m'emmerder si jamais demain vous avez perdu de l'argent à cause de cet épisode, moi je vous ai pas recommandé d'investir dans ça ou ça. Bon, mais c'est vrai que quand on travaille avec des partenaires plus gros, des plus gros médias, tout à l'heure je citais, on travaille en ce moment avec TF1 et Amundi, je pense qu'on peut les citer, mais sur des contenus, il y a une tendance à vider énormément de choses parce qu'on va rajouter des conditionnels, peut-être, vous pourriez, certainement, etc., etc. En fait, on fait des contenus qui sont nettement moins compréhensibles, incitatifs, etc., comparativement à celui sur TikTok qui va dire si tu achètes 3 Ethers et 2 cryptos que vous ne connaissez pas comme ça, tu es sûr que tu vas devenir riche, tu vas faire x100 en 2 semaines, tu vois. Donc c'est comme sur PixPay d'ailleurs. Non mais vous voyez ce que je veux dire, et c'est vrai que c'est toute la difficulté aussi de ça, c'est peut-être une des choses qui fait que l'essor des plus petits est important parce qu'il y a, on va flirter aussi toujours avec le légal presque. Après, il y a des bonnes choses aussi dans ces influenceurs. On voit notamment toutes les femmes qui ont justement un discours très puissant pour justement amener les femmes à se décomplexer par rapport à ce sujet, à s'embarquer dans l'aventure et en parler avec une grande liberté. Ça fait quand même bouger les lignes. Et là, sans conseiller des placements aucun, nous on voit de ça. Mais moi, je suis le premier à le dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être une des explications aussi qui fait que tout le monde est très verrouillé. J'imagine que vous devez être un peu verrouillé. On a trouvé un moyen assez malin pour contourner ce point quand on a lancé le Fraud Fight Club, qui est un dispositif pour les jeunes, pour les prévenir contre les arnaques par manipulation. On s'était dit, si on attend les validations de la charte de toutes les banques, du ton, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qui vit tout seul. C'est un compte Instagram qui s'appelle Fraud Fight Club. Il y a le support avec le support de cybermalveillance, mais il n'y a pas de marque en fait en tant que telle. Et c'est ça qui a permis une très très grande liberté de ton. Donc effectivement, le problème que tu soulèves est un problème réel, c'est que si on bascule dans l'institutionnel, on n'a plus d'impact. Mais en même temps, quand on est dans une institution, il faut en respecter les codes. Donc c'est comme ça qu'on a essayé de contourner les choses. Très clair. Juste pour résumer, je pense que vos propos se retrouvent, c'est l'alignement d'intérêts. Et on le voit dans ce qui fonctionne très bien. Je crois que 40% des gens prennent des décisions financières sur recommandation d'un proche. Aujourd'hui, c'est en train de changer, notamment avec l'arrivée des influenceurs et du contenu en ligne. Mais la vérité, c'est si le conseil est donné de façon non intéressée, il a plus de valeur que s'il est donné de façon intéressée. Et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance en leur banque. C'est parce qu'en fait, ils savent que le banquier est intéressé financièrement à vendre tel produit. Et on en revient non plus à faire de l'éducation financière pour aller vers l'émancipation, mais vers du conseil en investissement sur des produits très spécifiques. Et du coup, quand on fait un bilan, et je parle là plutôt pour nos clients qui sont dans les logiques d'épargne, au lieu de faire un état des lieux de ce qu'ils devraient faire, on leur donne des solutions d'investissement. Et du coup, ils en reviennent à est-ce que je devrais investir dans ce projet-là plutôt que de se dire est-ce que j'ai bien pris en main mon épargne, mon patrimoine pour aller dans la bonne direction qui sont mes projets de vie et centrés utilisateurs. Okay. Vous avez des questions ?
Oui, pardon. On n'a pas le micro, mais je vais répéter, pardon. Ah, bon. Bien sûr. Nous, on s'est posé cette question quand je vous disais sur les arnaques, comment on peut toucher les seniors et les gens non digitaux, enfin très peu digitaux. Et le parti pris qu'on a eu, c'est de dire c'est qu'il faut absolument qu'on responsabilise une personne de leur entourage qui, elle, est digitale pour lui donner les moyens de former la personne et d'expliquer à la personne. Et donc, dans le Fraud Fight Club, il y a vraiment des conseils, quoi dire à votre grand-mère, quoi dire à votre tonton, quoi dire à votre ami qui dépense comme pas possible. Parce que quand on a fait de l'ethno, on s'est rendu compte que toutes les personnes qu'on a observées, mais toutes, 100%, elles avaient un concernement de dire « je ne veux pas que mes proches se fassent avoir ». Et donc ça, c'est un outil extrêmement fort qui peut être utilisé. Donc plutôt que d'essayer d'aller... Alors, bien sûr, il y a tous les réseaux physiques, et il y a les points digitaux que fait le gouvernement, etc. Il y a plein de choses comme ça. Mais on peut vraiment mobiliser une personne, une sorte d'ambassadeur, et lui donner les clés pour s'adresser à la personne. Et c'est probablement ce qui a manqué aux conseillers bancaires. Quand je parlais à Crésus, il me disait c'est très dur pour un conseiller d'appeler quelqu'un qui est en galère et d'avoir une conversation avec lui parce qu'il ne sait pas comment faire. Et je pense on a tous vécu des gens qui ont des difficultés autour de nous. Ce n'est pas très simple. Et on peut concevoir que pour un conseiller bancaire, ce n'est pas non plus très simple quand on n'est pas formé. Voilà, donc ça peut être un des moyens, un des chemins. Ce qui est peut-être plus difficile, hein, en remarque à ce que tu dis, c'est que ce sont aussi des populations qui n'ont pas d'argent, donc qui ne sont pas très intéressantes pour des business. Enfin, c'est cynique, mais c'est réaliste. C'est pas ceux qui ramènent le moins d'argent aux banques. Parce que souvent, c'est les plus pauvres qui payent le plus d'agios qui dépensent du coup, si tu les éduques, ça va... Là, il y a peut-être un problème d'alignement des intérêts. Est-ce qu'on a, quand on est banquier, intérêt à sauver son client de lui-même? Je ne suis pas sûr. Mais on fait le même constat, mais c'est encore un peu plus dramatique. Nous, on constate que les familles que je classe plutôt médium, qui ont des difficultés de fin de mois, sont ceux qui vont donner plus facilement de l'argent de poche à leurs enfants, parce qu'elles ont une volonté de transmettre leur propre expérience, et donc très rapidement, ces enfants-là vont avoir de l'argent pour gérer un budget, un peu comme papa-maman font à la maison. Et ceux qui sont vraiment les laissés pour compte, c'est ceux vraiment qui sont les plus pauvres des familles françaises, et eux, ils sont abandonnés parce qu'ils n'ont même pas l'argent de poche, et donc on sent que cette transmission va vraiment faire défaut et qu'il y a un cercle vicieux qui s'instaure. Après, récupérer ces gens-là, c'est une difficulté folle. Nous, on en a, et on transmet des messages. Je ne sais pas si tout le monde s'en empare, c'est toujours l'incertitude, on ne sait pas comment les gens vont pouvoir, mais il y a vraiment un cercle vicieux qui s'empare de ces gens-là. Mais ce que je remarque, c'est ce que je racontais comme ce que fait TF1 avec Amundi, en fait, il y a quand même une volonté aujourd'hui at scale de parler à un grand public très très large, en fait, hein. Donc c'est aussi intéressant de se dire que les gros acteurs se mobilisent désormais de plus en plus, parce que ils ne font pas que de la déco ou des choses comme ça sur ce genre de chaîne à des moments à forte audience. Donc il y a probablement un changement de paradigme. Oui. Moi je pense qu'il y a un changement. On va vivre, et on est en train de vivre un peu la révolution qu'on a vue quand l'éducation sexuelle est arrivée à l'école. Oui. Aujourd'hui, on parle plus facilement à nos enfants du fonctionnement de la vie sexuelle que finalement du fonctionnement de la vie économique. Donc c'est un peu étonnant. Mais ça, on est en train de changer le paradigme. Mais je trouve que le comparable est très intéressant parce que ça, vous êtes au cœur de tout ça, mais le côté un peu décomplexé, moi je pense vraiment que c'est très français, mais je fustige pas les Français très souvent comme ça, mais de parler d'argent facilement,
et de comprendre qu'en fait l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen en fait, tout simplement. Tout ce qui est investissement par objectif, toutes les grosses stratégies d'investissement qu'on peut décrire dans tous ces contenus, finalement, peuvent vraiment expliquer que l'argent, ça sert à payer les études de ses enfants, ça sert à payer des vacances, ça sert à juste consommer au quotidien sa nourriture, etc. C'est peut-être aussi plus intéressant que ce qu'on a vu aussi, ce qu'on a mis en face de l'argent pendant des décennies, quoi. Et puis c'est aussi un moyen d'aider les autres. On peut aussi ne pas être que dans le consumérisme. Justement, c'est là qu'on franchit quelque chose de nouveau. C'est qu'on peut, avec un ton beaucoup plus adapté à l'époque, communiquer, parce que jusqu'à maintenant, le ton était assez soporifique sur le sujet. Et nous, avec des acteurs comme Pixpay, on essaye de s'emparer du sujet en donnant le sourire et en montrant que le sujet est fondamentalement fun. Tu m'as fait passer pour un affreux personnage. J'avais dit quand même payer les études de mes enfants dedans. Tu vois, j'ai mes enfants déjà. C'est ça. Vous avez d'autres questions? Non? Bon, eh ben, écoutez, merci. On a abordé ce que vous vouliez aborder. Ouais, j'ai l'impression. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à tous. Merci.